Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Laurent Mossoto de la société Mental Camp. Tu vas nous dire si c'est OK de te présenter comme ça. Comment ça va, Ouais, Laurent? on dit Mental Camp. Ça va très bien, merci. Mental Camp. Ouais, c'est Jonathan qui a créé cette société. Et le camp, c'est un petit peu pour ce côté camp de base, tu vois, montagne. Les premières personnes qui l'a accompagné, Jonathan, c'était sur de l'escalade sur glace. Ok. Voilà. Et du coup, toi, dans cette structure, tu t'occupes plutôt de ce qui va être course, trailer, Alors, c'est ma méthode. spécialité par rapport au fait que je suis moi-même pratiquant des sports d'endurance. Ouais. Ensuite, on ne peut pas dire forcément que je me cantonne à ce sport-là, mais il y a quand même une grande partie de ma pratique qui correspond au sport d'endurance. Et parmi les sports d'endurance, il y a 6 personnes sur 10 qui sont des trailers, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, une petite présentation rapide? Ouais, alors moi je suis sur la Côte d'Azur. J'y suis né pour le coup. J'ai fait quelques escapades plus ou moins dans les Alpes, vers Chamonix, tout ça, par amour de la montagne. Et j'ai commencé le sport, en tout cas en compétition, par le cyclisme sur route. Et j'ai pratiqué à outrance, parce que j'étais vraiment fan du côté compétition et de ce jeu qui consiste à se tirer la bourre avec les copains, en fait. Donc il y a vraiment des saisons où je m'entraînais très peu et je faisais quasiment que des courses et entre guillemets des sorties de récupération entre les courses. Ensuite, j'ai fait un très court passage dans le triathlon parce que j'avais un vieux rêve dû un peu à René Rovera de faire l'Ironman de Nice. Et quelques temps après, j'ai fini dans le trail en 2019 en allant voir par curiosité ce que ça pouvait être un UTMB. Ok, mais du coup, bon, je reviens sur la partie triathlon. T'as fini par le faire? Ouais, j'ai fait l'Ironman de Nice en 2017. Ouais. Un Ironman de Nice qui s'est pas très bien passé puisque, pour la blague, j'ai mis, je crois, plus de temps à faire le marathon qu'à faire la partie vélo. Aïe. Ouais, c'était pas très bien géré, c'était trop vite en vélo, c'était pas bien mangé, c'était pas assez de carbs, c'était plein de choses. Voilà. Et 8 minutes 30 au kilomètre sur du goudron, c'est possible. Contrairement à ce qu'on croit, ça peut arriver. Et c'est long. Et c'est long. Ouais, bah écoute, on aurait pu se croiser. Je l'ai fait une fois. J'ai eu une petite partie triathlon dans ma vie. Défi justement de faire un Ironman. Et originaire pas trop loin de chez toi, dans le sud de la France. Et je l'ai fait en 2016. Et c'était long. J'ai dû faire 12 heures des brouettes, 12h30, un peu moins. Ouais, ben, il faisait froid. C'était un des rares moments au mois de juin où j'ai pris un coup de froid sur le vélo, mal au bide, coup de froid, pas mangé, pas du tout de structure de comment faut manger, combien faut manger. Ça a été une cata. Et puis j'ai fait un marathon compliqué, mais l'expérience Ironman est quand même magnifique, quoi. À vivre, c'était chouette, quoi. Ouais, moi je trouve que c'était chouette à vivre. Après, j'ai pas arrêté par dégoût, hein. C'est surtout que maintenant j'habite dans l'arrière-pays, je suis plutôt loin de la première piscine ou du premier plan d'eau. Donc, ce qui fait que très rapidement, j'ai eu envie de prendre un peu les baskets pour aller voir ce qu'il y avait derrière la maison, c'est-à-dire la première colline. Et c'est aussi comme ça que les choses se sont imbriquées pour que je finisse par faire du trail, quoi. Et du coup, ouais, tu disais, tu as découvert le trail par l'UTMB. Ouais, alors j'ai découvert le trail par l'UTMB parce que j'ai donc un ami qui était trailer depuis des années qui me propose de venir à Chamonix fin août en m'expliquant qu'il y a une course sympa pour quelqu'un qui aime être en montagne et qui aime faire des courses. Donc j'ai été voir ça tout à fait naïvement avec comme première question, est-ce qu'on a un duvet pour le coureur? Parce que je pensais qu'ils allaient dormir, moi, pendant la première nuit. Et j'ai découvert ça avec des grands yeux, mais vraiment des très très grands yeux. Il faisait une météo magnifique. J'ai fait toute la course en suivant l'un des coureurs, donc mon ami en question de l'époque. Et j'ai découvert l'ultra comme ça. Je crois que 2 heures après avoir franchi la ligne d'arrivée, j'ai demandé à René de me faire un plan d'entraînement pour faire un premier ultra
quand je serai prêt. Je n'ai pas vraiment de date bien précise pour dire tel jour à telle heure je veux faire un ultra, mais voilà, j'avais ferme intention de le préparer. Ensuite, comme tous les cyclistes qui passent sur de la course à pied, le châssis tenait pas du tout, puisque les volumes en vélo sont quand même bien plus importants qu'en course à pied. Et lorsqu'on essaye d'imiter les mêmes volumes sur un sport qui a des chocs, ça se passe pas très bien. Donc TFL, tendon d'Achille, problème de hanche et compagnie. Ouais, comme on dit, tu avais la caisse, ça c'est sûr, mais la carrosserie, j'allais dire, les amortisseurs, Ouais, tout ça, fallait les c'est faire. complètement ça. Ouais, c'est complètement ça. Ceci dit, tu disais, tu as demandé le duvet, il en avait pas, c'est normal parce que je crois que ton ami court en quoi, 24 heures, 25 heures, et Alors, je me souviens plus des à chronos, peu mais oui, près. hein, ce sont des gens Il est qui guéri, finissent donc dans le top 20, c'est ça. quelque chose comme Donc ça ça. se court à Même peu en près en 24 heures. 2019, qui était quand même un peu moins rapide que maintenant, ça devait faire aux alentours de 23 heures ou 24 heures, ou peut-être un peu moins même, je sais plus. Donc effectivement, ils ne dorment pas. Non. Mais d'autres peuvent effectivement se faire une nuit, voire Ouais, deux. ouais, tout à fait. Et là, effectivement, il faut prévoir le duvet. Ok, Tout à fait. donc ouais, tu rentres dans le trail par plus que la très grande porte. Enfin, en tout cas, ta vision du trail par l'UTMB, c'est quand même chouette. Tu tombes là-dedans. Tu as un petit parcours après. Tu as un parcours de trail, de trailer. Ouais, alors complètement. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans le trail en fin de compte, hein. J'ai tout de suite voulu rentrer dans le trail par deux aspects qui me sont chers. C'est l'ultra et c'est la montagne. Faut pas se vexer en tant que breton, mais c'est vrai que par exemple, l'ultramarin, ce sont des choses qui m'attirent moins. Et j'ai même envie de dire, ce sont des choses qui me font peur parce qu'il y a une telle partie de course à pied ininterrompue que ça m'inquiéterait beaucoup de faire des distances et des temps pareils en courant sans jamais marcher. Dans mon profil de trailer, je me considère quand même comme un randonneur rapide. C'est-à-dire qu'en règle générale, je tire mon épingle du jeu sur des trails où il y a beaucoup de marches. Aujourd'hui, sur des montres, on peut facilement avoir le ratio marche-course à pied sur des parcours. Tout à fait. Et sans vouloir dire de bêtises, je crois que quelque chose comme l'UTCAM, c'est quelque chose comme 55% de course à pied, et il y a quand même un gros 45% de marche. Il faut savoir marcher, et puis même quand ça court, finalement, ça court pas tellement vite parce qu'il y a des sections qui sont très techniques. Mm. Et voilà, moi, je voulais plus trop faire de compétitions qui durent 2h30, 3 heures, 4 heures. C'est ce que j'avais beaucoup fait en vélo. Et ce qui m'a vraiment attiré, c'est ce côté vraiment long, au final. Et ce que j'aime bien dire, alors notamment en préparation mentale, finalement, c'est que au plus le temps d'exposition est important, et au plus on doit s'entraîner à être confortable dans l'incertitude. Puisqu'avec le temps d'exposition qui augmente, les choses qu'on n'a pas pu prévoir arrivent de plus en plus nombreuses. En tout cas, il y a plus de statistiques pour qu'elles arrivent. Ouais, effectivement, plus on reste de temps dehors, plus il y a de probabilité qu'il se passe quelque chose. Exactement. Puis il Ok. y a des choses qui n'arrivent pas sur des courses courtes. On n'a pas de gestion du sommeil. On n'a pas de gestion, par exemple, du système digestif sur de si longues heures. Mm. On n'a pas de gestion de l'attention non plus. C'est-à-dire, est-ce que je vais être très attentif pour, pas, par exemple, me blesser en descente pendant 4 heures, mais est-ce qu'au bout de 14 heures, est-ce qu'au bout de 24 heures, je serai Mm. toujours autant attentif? Est-ce que quand j'arrive au ravitaillement, si j'ai pas d'assistance, je suis toujours capable d'aller chercher mon sac de délestage, de prendre le bon sac avec le bon dossard dessus? Ou est-ce que, par exemple, je suis déjà un petit peu dans le flou et je me perds un peu, je suis un peu en panique, quoi. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Après, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le trail, c'est ce côté très polyvalent du coureur, dans le sens où moi, j'adore dire, bah, je vais essayer de faire peut-être 2 mois à améliorer ma vitesse sur le plat, puis ensuite travailler vraiment la montée avec bâton en marchant, puis travailler la descente, etc., etc. Ce côté très polyvalent au final du travailleur de montagne, quoi. Clairement. Qu'est-ce qui, ou à quel moment, là on sent bien ton intérêt pour la discipline pluridisciplinaire et tout ce que tu viens de nous dire, à quel moment tu commences à t'intéresser à la préparation mentale justement, à glisser vers ça? Alors, la préparation mentale, je m'y suis intéressé il y a très longtemps, aux alentours des années 2010, dans mon ancien métier, puisque moi j'ai été grimpeur et lagueur pendant très longtemps. Et il y avait quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'avais un espèce de rituel lorsque je commençais mon travail avant que je grimpe aux arbres, c'est que je posais mon casque anti-bruit sur les oreilles. Ensuite, en élagage, il existe des championnats, championnat régional, championnat de France, championnat d'Europe, etc., etc. Et le peu de championnats auxquels j'ai participé, je me rendais compte que j'étais complètement déstabilisé parce qu'en championnat, il n'y a pas d'utilisation de tronçonneuse, il n'y a pas de bruit, on ne met pas de casque. Et ça a changé mon état d'esprit pour grimper aux arbres.
Et donc, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, mais sans vraiment me plonger complètement. Et je faisais aussi partie un petit peu des gens qui considéraient comme tout ce qui était un peu du mental pratiquement à la limite de l'ésotérisme. Je n'étais pas très cultivé là-dessus et je voyais pas trop ce que c'était, quoi, finalement. Et ensuite, quand j'ai continué un petit peu à rechercher, je suis tombé sur Jonathan Bellegroux, donc mon associé au Sien Mental Camp, qui m'a, qui a fait un discours sur un podcast. Je ne me rappelle plus quel était l'épisode à l'époque, mais c'était du concret. C'était voilà, on utilise cet outil pour telle problématique, on récupère un feedback de l'athlète et on voit si ça a fonctionné. Et là, pour moi, c'était proche d'un discours qu'on pouvait avoir de l'entraînement ou de la préparation physique. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un, je veux le préparer pour une épreuve, je rencontre telle faiblesse, telle problématique, telle chose qu'on peut optimiser. Je mets en place un outil pour optimiser cette chose. Avec cet outil, je fais un travail, je regarde les résultats de ce travail, et ensuite j'ajuste en fonction des résultats qu'on a obtenus. Strictement ce que l'on peut faire dans l'entraînement ou ce que l'on peut faire dans la préparation physique. Et là, du coup, je me suis lancé, déjà rencontrer Jonathan et ensuite faire sa formation. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est ce que je dis beaucoup. C'est pour ça que je me reconnais là-dedans, dans la comparaison. C'est très simple et ça parle à tout le monde. La préparation mentale, c'est tout pareil que de la préparation physique. Alors, on peut employer un petit abus de langage en disant c'est comme un muscle. Le cerveau, ça se muscle, sauf que c'est pas un muscle, mais ça fonctionne de la même manière. C'est en l'entraînant qu'il acquiert des habiletés nouvelles. Ce que tu viens de dire, c'est pour aider justement à être dans le concret. On n'est pas dans, comme tu dis, on n'est pas dans le spirituel, on n'est pas dans l'ésotérisme, c'est encore autre chose. On est dans les choses très concrètes. Tout ce qui se travaille paye et se façonne petit à petit, quoi. Oui, oui, complètement. Et puis, c'est moi ce que je répète assez souvent, c'est que sans feedback, je travaille à l'aveuglette. Ce serait un petit peu comme si je donnais un programme d'entraînement, comme tu dis, avec du fractionné ou avec des squats à un athlète. Et puis, je ne sais pas quel est son état de fatigue, je ne sais pas s'il est blessé, pas blessé, s'il a mal quelque part, pas mal quelque part. Et surtout, je ne sais pas s'il progresse. Si on reprend l'exemple de l'ultra et qu'on décide, par exemple, de créer un programme avec, justement, par exemple, je ne sais pas moi, des intensités, bah, si au bout de 3 semaines, on doit quand même voir s'il s'est passé quelque chose, est-ce que ces intensités amènent la personne vers plus de forme ou pas? Ou si c'est pas 3 semaines, c'est 6 semaines, mais en tout cas, on doit avoir un retour. Si on s'amuse à écouter des podcasts, j'en ai en tête comme Secret d'entraîneur qui parle beaucoup justement avec des entraîneurs et des préparations physiques, ils font quand même très régulièrement des évaluations de leurs athlètes pour savoir où ils en sont et vers quoi ils vont. C'est jamais le but du jeu de devenir le meilleur en sprint. Le but du jeu, ça va être d'avoir un travail de sprint qui va permettre d'améliorer la vitesse sur ultra. C'est jamais le but du jeu de devenir le meilleur en hypnose. C'est d'avoir un travail avec cet outil qu'est l'hypnose qui va permettre de, par exemple, poser un ancrage, de débloquer une croyance ou de travailler sur des émotions. Et ça, on ne peut pas le faire sans feedback. Ça fait partie de ces points qui sont très communs avec la préparation physique. Mais oui, ça se retrouve avec la singularité de la personne, de toute façon. Oui, complètement. On parle toujours de boîte à outils, bon, on n'aime pas le mot, mais c'est comme tu as parlé de plusieurs exemples, ancrage, hypnose, tout ça. Une personne va être très réceptive à une méthode, pas à une autre. L'autre personne, ça va être l'inverse. Ça va être pareil pour l'entraînement physique. Il y a des personnes qui vont très très bien répondre aux intensités. Ça va les mettre en forme. Il y en a d'autres, ça va pas du tout être le cas. Ça va plutôt les blesser. Il y en a qui vont très très bien répondre au volume, basse intensité. Bon bref, et comme tu dis, sans feedback, il peut rien, il peut pas se passer grand-chose, quoi. Pour savoir si la personne répond bien au volume, il faut pouvoir l'estimer après avoir fait des tests ou en tout cas avoir fait des séances. Du coup, ça m'amène à une autre question. Ta posture, toi, en tant que préparateur mental, si Ouais, comment tu te positionnes? alors ça c'est pareil, hein, c'est des choses qu'on a vues avec Jonathan en formation, qu'elle en discute encore très régulièrement parce que ça a presque un côté un petit peu philosophique, mais nous on y tient énormément, c'est-à-dire j'ai pas de mal à dire à mes athlètes, je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire je ne sais pas forcément ce qui est bon pour vous. Je sais pas moi si un athlète il a besoin d'être calme, s'il a besoin d'être combatif. Je lui demande souvent qu'est-ce que tu aimerais toi? Comment tu aimerais te sentir au départ de la course? Par exemple, il y a des athlètes, ils ont besoin d'être calmes. Et pour eux, calme, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, personnellement, avant un ultra, si on me dit de m'asseoir en tailleur et de chercher le calme, je me sens pas bien. J'ai besoin de blaguer, j'ai besoin de déconner, j'ai besoin de rigoler avec les copains. Pour moi, la préparation de l'ultra, elle est faite. Ce jour-là, c'est le jour du jeu, JEU.
C'est le jour de la fête, c'est la veille de Noël. Et c'est pas mon truc à moi d'être calme. Et je ne sais pas, avec les athlètes, ce qui est bon pour eux au moment de leur épreuve. Souvent, je leur demande. Ensuite, dans la posture du PM, la première chose, c'est la confidentialité. Si tu veux pouvoir aller chercher, on va dire quelque chose d'assez identitaire chez ton athlète, qu'on va pouvoir faire sur un travail un peu long, il faut vraiment que la personne soit en confiance. Donc, dans le cadre dans lequel on travaille, ça va être vraiment être totalement clair par rapport à ça. Tout ce qui est dit en séance reste en séance. L'athlète est libre de le partager, hein. S'il a envie de filmer la séance et de la mettre sur Instagram, moi, ça ne me dérange pas. Mais par contre, ça ne viendra pas de moi. D'ailleurs, s'il souhaite le partager, souvent, je souhaite savoir pourquoi. Parce que ça peut être aussi une clé. Donc, c'est un petit peu ça dans la posture du PM, c'est que moi, j'estime qu'on a les solutions en nous. C'est-à-dire que l'athlète qu'on a en face, il a les solutions en lui. Et en fin de compte, le travail du PM, c'est d'éclairer avec une lampe torche à des endroits pour dire, tiens, regarde, si on ouvrait cette porte-là, qu'est-ce qui se cacherait derrière? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Est-ce que ça peut être utile pour par exemple, l'objectif qu'on est en train de préparer, quoi. Et donc, dans les aspects de la posture, il y a ça. Il y a le fait qu'on doit se tenir de façon neutre, le plus proche possible de l'objectivité, bien que ça n'existe pas, hein, l'objectivité absolue. D'ailleurs, la subjectivité a vraiment une part d'importance. Mais il y a aussi le phénomène qui consiste à dire, en tout cas à mettre l'athlète dans une position où il se sente vraiment à l'aise, confortable et en confiance. Ça m'arrive assez souvent de dire, je suis peut-être pas la bonne personne pour vous. Peut-être que je vous inspire pas confiance, peut-être que vous souhaitez travailler, je sais pas moi, ne serait-ce qu'avec une femme par exemple. Ça peut être possible. Mais c'est vraiment un choix que je laisse libre à la personne de faire un premier entretien et ensuite de voir si on a envie de continuer, si on se sent bien et si on a envie d'échanger de la façon la plus libre possible, j'ai envie de dire. Ouais, du coup, c'est comme ça que tu as ton premier contact. C'est un premier contact avec toi dans lequel Ouais, tu complètement. échanges avec, où tu as, j'imagine, des questions à poser et tu ressens un petit peu, vous vous ressentez l'un l'autre pour voir si le feeling passe, tout Bien simplement. sûr, on fait connaissance lors d'un premier rendez-vous et ce sont les questions qui viennent à la fin de ce rendez-vous-là, c'est-à-dire j'explique que dans le cadre de travail, il y a la confidentialité, j'explique que dans le cadre de travail, il y a la confiance, que je ne travaille pas sans feedback non plus et que je ne travaille pas sans objectif non plus. Mm. Voilà, je viens d'énumérer les points de notre posture en tant que PM. Et j'aime Mm. bien insister sur ce fait qu'il n'y a pas vraiment de solution amenée par la préparation, par le préparateur mental en lui-même. Alors oui, il y a des outils qui sont amenés par le préparateur mental, mais ces outils, ils vont servir à la personne à trouver ce qui marche pour elle. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui joue à un sport de raquette et il y a pas mal de colère chez cette personne. Et pour autant, elle n'avait pas forcément envie de s'en détacher. C'est une personne en colère qui joue au tennis. C'est son choix et il faut jouer comme ça. Et pour elle, ça marche et c'est pas un problème. Je prends un autre exemple d'un joueur, pas d'un joueur, pardon, d'un coureur qui, selon moi, avait une estime de lui qui n'était pas forcément ce que moi j'estimais être optimal. Et comme ça me dérangeait, j'ai décidé de lui en parler et je lui ai dit, ben voilà, moi je pense qu'on pourrait essayer de travailler sur ton estime. Et il m'a dit, mais surtout pas. Parce que moi j'ai des choses à me prouver. Et si je n'ai plus de choses à me prouver, je n'ai aucune raison de performer. Alors ce deuxième exemple-là, il peut amener à se poser des questions sur la bienveillance du préparateur mental. Parce que est-ce que c'est bienveillant que de dire à une personne, OK, on va te laisser continuer à penser que tu n'es pas une bonne personne parce que c'est comme ça que tu peux performer. Est-ce que c'est moi qui dois décider pour lui? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui décide pour lui d'augmenter son estime alors que lui ne veut pas? Est-ce que j'ai le pouvoir d'augmenter son estime, de l'améliorer alors que lui n'est pas d'accord avec ça? C'est pour ça qu'il y a ce côté où je laisse beaucoup le choix à la personne et je refuse un petit peu de dire à la personne, pour être performant ce jour-là, l'état d'esprit, ça doit être ceci ou ça doit être cela. J'essaye de ne pas transférer mes idées, ce qui marche pour moi, à la personne que j'ai en face. Ouais, C'est dans évidemment. le sens, Ouais, bien le sûr. terme accompagnement, au final. Je Oui, l'accompagne oui, dans ce que la personne veut, elle. ton job, comme tu dis, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui marche au mieux pour la personne que tu accompagnes. C'est quoi sa recette à elle, quoi, pour l'emmener performer, pour aller faire Ouais. son objectif de la manière je sais pas comment dire, la plus simple pour cette personne, quoi. Pas de lui Si par imposer tes exemple, choix, on en quoi. revient à la personne avec ce côté de l'estime, si jamais je touche à son estime, est-ce que je vais pas aussi toucher à la raison profonde qui l'amène à performer et à faire son sport? Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, Après, je peux aussi lui proposer, par exemple, et c'est ce qui a été fait, de dire, ben voilà, on peut peut-être essayer de performer sans avoir une mauvaise estime de soi. Est-ce que tu es prêt ou prête à faire ça? Alors, peut-être pas là pour la compétition dans 2 mois,
Mais après, une fois que c'est passé, voilà. Ça met vraiment en lumière où tu places les outils. Quand on parle de préparation mentale, on a très souvent tendance à parler des outils. Ouais, Préparation mentale. Donc, tu dis préparation mentale, il y en a un dans un cerveau, ça va allumer la case, je dis des bêtises, hein, mais relaxation. L'autre, ça va allumer la case hypnose. L'autre, méditation ou autre. Mais justement, c'est l'inverse que tu es en train de nous expliquer, c'est il y a des outils. Mais avant tout, il y a une personne, il y a un besoin, il y a quelque chose peut-être à faire ou à ne pas faire, ce que tu viens de dire. Et en fonction d'eux, tu choisis l'outil adapté à ce que tu dois faire. ouais, complètement. Alors, les outils, ils dépendent pour moi de trois paramètres. Le premier, c'est même un petit peu rébarbatif, enfin, c'est pas très flatteur de l'appeler paramètre, c'est la personne que j'ai en face. Mhm. Et ça, ce sont des choses qui vont se déterminer quasiment dès le premier rendez-vous. Alors, je n'estime pas être capable de savoir exactement qui j'ai en face en un rendez-vous, mais on va dire que j'ai un petit peu des axes. Ensuite, la deuxième chose que j'ai besoin de savoir, moi, c'est quel est l'objectif. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de préparation mentale sans aller vers un objectif. Et la dernière chose qui est ultra importante, c'est combien de temps on a. Il y a quand même beaucoup de fois où la préparation mentale, le préparateur mental, c'est la personne qu'on appelle au dernier moment quand on a tout essayé et qu'on n'a pas trouvé de solution. Donc si par exemple on t'appelle à midi pour une finale ou pour on va dire une prestation en gymnastique à 16 heures, parce que l'athlète il est en train de se liquéfier dans les vestiaires, que le coach n'a pas trouvé de solution, que son papa n'a pas trouvé de solution, que personne essaie, tout le monde essaie d'y parler, et des fois là on va t'appeler. Donc là j'ai un athlète qui est dans tel état, il a une compétition qui est dans 4 heures. Et la compétition, on a tel objectif pour y arriver. Par exemple, ça peut être se libérer de la peur. Quel outil je mets en place pour ça? Et cet outil-là, il va être très différent d'un athlète qui m'appelle aujourd'hui, donc on est le 26 mai, pour une diagonale qui sera, Dans aide-moi un six petit mois, peu pour quoi. la date, mi-octobre. Mhm. Et là, on va mettre en place tout un plan. Ce ne sera pas les mêmes outils qu'on va employer. Dans le premier cas, je peux avoir des outils d'hypnose rapide où en l'espace de 5 minutes, on va pouvoir, ce que moi j'aime bien appeler faire un strap quasiment, tu vois. C'est-à-dire, voilà, la cheville elle est tordue, je prends, je strappe, ça va passer pour l'épreuve. Et après, il faudra quand même déstrapper et soigner ça, quoi. Ces choses-là, elles se déterminent par deux points qui sont primordiaux, c'est l'urgent et l'important. Donc si jamais j'ai ma compétition dans 4 heures, faire sauter, je sais pas moi, par exemple, faire sauter un ancrage sur une hypnose rapide pour dans 4 heures, bon, ben là, l'urgence, c'est vraiment ça, quoi. L'important, c'est important, mais c'est pas urgent en termes de temps. Donc on fait l'urgence et l'important, on le remettra plus tard. Mais dans le choix des outils, il y a ça. Il y a la personne, l'objectif et le temps qu'on a entre les deux. Cette notion, justement, là, dont tu viens de parler, urgent ou important, c'est ne serait-ce que de mettre des mots comme ça pour l'athlète. Je pense que c'est hyper important déjà. Recentrer le problème et quoi faire avec. Ouais, On complètement, peut parce avoir que tendance à mélanger les deux, quoi. avec l'athlète, tu as aussi, quand tu travailles avec des gens qui sont des entrepreneurs. Je Mm. me lève le matin, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? Oui, très bien. Alors, je dois répondre, par exemple, à tel appel d'offres. OK. C'est quoi le délai? Bah, le délai, c'est 3 mois. Donc, c'est important. Oui, mais par contre, là, il faut absolument que pour pouvoir répondre à cet appel d'offres, je prends un exemple, il faut absolument que je recrute, par exemple, je ne sais pas moi, un ingénieur en béton. À ce moment-là, ça, c'est peut-être l'urgent. Parce que si j'ai 3 mois pour répondre à un appel d'offres et que le recrutement va prendre moins, bah, on va faire passer en urgence ce qui va nous permettre ensuite de travailler sur l'important après. C'est pareil sur des compétitions. Si par exemple c'est une diag dans 3 mois, la Mhm. diag c'est important. Mais si pour aller à la diag, par exemple, alors pour la diag, c'est pas le cas, mais pour certaines courses, je sais pas, je dois valider une course de préparation ou valider une qualif pour certaines Mhm. compétitions, l'urgent là, ça va être la qualif, puisque si la qualif est ratée, ce qui est important dans 3 mois n'existe plus. Je reste un petit peu sur les outils. Jonathan Beldegroot, ton associé, est hypnothérapeute de Ouais, formation, de métier. Jonathan, il a beaucoup travaillé il a fait plein de choses, hein, mais il est hypnothérapeute, il a travaillé en gérontologie, je crois qu'il a travaillé sur les addictions aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup formé d'autres personnes sur de l'hypnose pure pour des hypnothérapeutes. Ce Ok. qui n'est pas tout à fait le même type d'outil qu'on va utiliser, je parle d'outils d'hypnose, avec la préparation mentale. En préparation mentale, l'état d'hypnose n'est pas l'objectif. L'état d'hypnose nous permet de faire un travail ensuite derrière. L'hypnose en préparation mentale, moi j'appelle ça ouvrir le capot. Et une fois que j'ai ouvert le capot,
Je change une application, je reprogramme quelque chose, ce qu'on appelle des croyances ou des ancrages. Je module l'intensité d'une émotion à un moment bien précis, si je veux que ce soit plus fort ou moins fort. Mais je ne vais pas tout à fait faire le même travail que ce que peut faire un hypnothérapeute. Je vais par exemple pouvoir libérer quelqu'un d'une situation qui a laissé encore des traces quelques années après. Là, je vais prendre un exemple d'une athlète de Jonathan qui s'était blessée pendant une compétition à un endroit bien précis. Lorsqu'elle est retournée plusieurs années après à cet endroit bien précis refaire une compétition, elle avait encore des traces très très fortes du moment où elle s'était blessée. Et ça, c'est des choses qu'on peut désactiver avec de l'hypnose. Oui. Donc on va utiliser l'hypnose d'une façon assez différente d'un hypnothérapeute. Mais oui, Jonathan, à la base, était hypnothérapeute. Et C'était, ouais, formateur d'hypnothérapeute, ouais, complètement. j'allais là-dedans pour savoir si c'était une base de votre manière, ou de ta manière du coup d'accompagner, ou si c'était un outil parmi tant d'autres que tu utilisais, quoi. Alors c'est un outil parmi tant d'autres. Moi, je ne crois pas au dogme des outils. Alors on va me dire que c'est une croyance, puisque j'ai employé le mot croire, mais Eh oui. je crois surtout au choix de l'outil. En fin de compte, finalement, quand tu choisis l'outil, quasiment, tu as fait 90% du boulot. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris le temps de vraiment déterminer quel était le problème, combien de temps tu as pour régler ce problème, tu as l'outil. Mais ce qui va être dur, c'est de déterminer le problème. Je reprends l'exemple que j'ai entendu, si tu me le permets, sur un épisode que j'ai écouté hier, d'un athlète qui a fait top 20, je crois. À l'UTMB? Ouais, Ouais, Jonathan, mon cani. exactement. Et donc, il disait qu'il était allé voir son préparateur mental parce qu'il n'arrivait pas à se faire mal. Ouais, C'est à se ça? rentrer dedans, ouais, tout à fait. Voilà. Entre le moment où ton athlète te dit bonjour, je viens vous voir parce que j'arrive pas à me faire mal, et le moment où tu détermines quel outil tu vas utiliser parce que tu as déterminé que pour arriver à se faire mal, il faut qu'on utilise tel outil, eh bien, il y a tout un cheminement sur lequel on va utiliser d'autres outils, hein, qui sont tout simplement des outils d'échange et d'entretien. Donc ça peut être de l'entretien libre ou semi-directif, et qui vont nous permettre de déterminer exactement quel est le problème. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant dans cet épisode, que finalement, le problème n'était pas le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est rarement le problème. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait qu'il estime ne pas pouvoir se rentrer dedans? Donc là, si je me souviens bien de l'épisode, c'était aussi une question de bienveillance envers lui. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. C'était ça rejoint ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire que Maxime Reiss, son préparateur mental, lui avait proposé, du coup, c'est par rapport à ce que tu disais, si par exemple ton athlète qui manque d'estime de lui, euh, tu lui proposes de travailler sur l'estime de soi, il te dit non, moi, voilà. Donc il lui a proposé aussi quelque chose. Il a dit, comment il l'a dit, je vais pas inventer ces mots, mais en gros, c'était, je pense que en travaillant plus sur la bienveillance envers toi, envers ton corps, tu arriveras à l'emmener là où tu veux aller. Ouais, Et c'est ce qui s'est passé. complètement. Mais ce qui est très intéressant, tu vois, comme je te dis, le problème n'est jamais le problème, c'est que là, on a strictement la même phrase avec un autre athlète que j'ai suivi il y a un an, il y a tout pile un an, puisque c'était au mois de juin l'année dernière, qui m'a dit la même phrase. Je viens te voir parce que moi, je n'arrive pas à me faire mal sur les compétitions. Et lui, ce n'était pas une question de bienveillance envers lui. Donc, on a un problème, mais finalement, c'est pas ça le problème. C'est le symptôme, là, ce qu'on recherche. Lui, il avait plutôt un problème de mots, MOT, qu'il mettait sur la victoire. Il avait un attachement très profond avec l'humilité. Il fallait absolument faire preuve d'humilité. Et le Ok. problème, c'est que ce qui mettait en face de l'humilité, c'était forcément l'arrogance. Si je ne suis pas humble, je suis arrogant. Et si je gagne, alors je suis arrogant. Et lorsqu'on a décoincé ça, ça lui a permis vraiment de sentir le fait d'aller chercher l'intégralité de ses ressources. Donc on a une même phrase qui vient, mais le problème n'est pas le même derrière. Ouais, 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 c'est hyper important. Bah, c'est la base des choses. Sinon, bah, tu t'entames, j'imagine, à travailler sur un terrain qui n'est pas le bon. Et forcément, Ouais, tu qui peux n'est te pas le casser la bon, puis gueule, c'est du quoi. travail de surface, quoi, finalement. Mm. Il y a quand même un travail identitaire, il y a une recherche à faire de voir ce qui est important pour les gens. Tous Mm. les gens n'ont pas forcément eu un attachement très profond à l'humilité. Certaines personnes ne mettent pas quelque chose de très négatif sur le mot arrogance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mots conceptuels, enfin, comme tout quasiment. Complètement. Donc, forcément, il faut savoir ce qui se cache derrière, quoi. Quand Mais je me ma souviens qu'à cette définition. époque, j'avais cherché dans le dictionnaire des synonymes pour essayer de lui Mm. proposer des mots avec lesquels ça posait pas de problème. Si mes souvenirs sont bons,
On avait enlevé le mot arrogance pour audacieux. Ok. Donc, j'ai le droit de ne pas être dans l'humilité pour être audacieux. Je n'ai pas le droit de ne pas être dans l'humilité pour être arrogant. Si je suis audacieux, je peux essayer de gagner. Si je peux essayer de gagner, je peux ouvrir les gaz à fond. Et je peux vraiment me libérer et donner tout ce que j'ai. Parce que j'ai rien qui me retient. C'était quelque chose qu'on va travailler dans l'écologie, c'est-à-dire lorsqu'on fait la détermination d'objectifs, on cherche toujours à savoir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est négatif pour la personne dans l'objectif, qu'est-ce qui va le gêner. Il y a des personnes, par exemple, pour qui gagner, c'est négatif. Se retrouver face aux caméras, debout sur le podium, lever les bras, c'est assez négatif. Il y a des personnes pour qui le fait de réussir, ça marque la fin d'un projet. Peut-être que tu as entendu parler de l'Ironman Blues. On termine un Ironman, le projet est terminé, et Mm. puis derrière, on a un vrai coup de blues. Ouais, bien Ça sûr. existe sur les Jeux Olympiques, hein. Il y a une bonne partie des athlètes après les Jeux Olympiques qui font des dépressions, Mm. parce que ils ont vécu pour ça pendant 4 ans, voire plus pour certains. Et puis là, d'un coup, tout s'arrête et ils n'ont plus vraiment d'objectif, quoi. Ben, il y a Florent Manodou qui en a parlé très récemment. Il y a eu une Ouais, émission, un M6, je crois, sur lui. Et ouais. il expliquait ben, que c'était les derniers JO à Paris. Il était porte-drapeau. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de lui et très positives. Il était dans la lumière. Il se remettait en forme justement pour briller en France, chez lui. Et il y arrive. Il prend la médaille. Les Jeux sont une fête, c'est génial. Et puis à la fin, quand tout s'éteint, bah, c'était la dépression, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et alors pour le coup, on avait discuté avec Jonathan sur la santé mentale des athlètes aux JO. Et alors déjà avant les JO, la santé mentale des athlètes, elle est quand même pas très très fameuse. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 50%. Je crois que c'est 54% des athlètes qui ont une pathologie. Ah oui, quand même. Ouais. Et ensuite, il y a énormément d'athlètes qui font de la dépression, Ouais, à l'image post. que tu viens d'expliquer, ouais, tout à Hmm. fait. Mais l'écologie de l'objectif, c'est vraiment quelque chose de central dans la détermination d'un objectif. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris ou pris en considération ce qui peut être négatif dans un objectif, il y a de fortes chances que tu ne l'atteignes pas. Parce que de toute façon, même si tu n'arrives pas à le verbaliser, tu le sais. La personne sent qu'il y a une gêne, sent qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu dans cet objectif. Hmm. Et du coup, comment elle peut libérer tout son potentiel s'il y a cette chose qui coince un petit peu dans l'objectif? Ah, justement, ça faisait partie d'un thème dont je voulais parler avec toi. On en a, je pense, déjà assez parlé. C'est quelque chose qui t'est cher, c'est le sens des mots, justement. De savoir qu'est-ce qui s'énonce clairement derrière ce que tu vas entendre de ton athlète. Ouais, comme on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, je repose très souvent la question de qu'est-ce que tu entends par. Si on prend par exemple l'exemple que je viens de donner juste avant, Hmm. l'humilité, qu'est-ce que tu entends par humilité? Qu'est-ce que c'est être humble pour toi? Et Ok. qu'est-ce que c'est surtout de ne pas être humble pour toi? Ouais, si c'est l'arrogance qui le bloque, qu'est-ce que c'est être arrogant? Exactement, qu'est-ce que c'est être arrogant et pourquoi c'est négatif? Et est-ce que tu veux plus que ce soit négatif? Mais le sens des mots me paraît clairement pour moi le langage c'est le premier outil du préparateur mental. Ça me rappelle même des entraînements qu'on avait fait en formation où on faisait la préparation mentale avec les yeux fermés pour ne pas avoir ce côté communication non verbale et pour vraiment s'attacher aux mots qui étaient utilisés par la personne en face. On va tous avoir, par exemple, l'autre jour, j'écoutais une athlète qui disait: moi, je sais vraiment me faire mal. Cool, hein, j'ai pas de problème avec ça, hein, et c'est très bien qu'elle soit très confiante par rapport à cette particularité. Mais qu'est-ce qu'elle entend vraiment par se faire mal? C'est-à-dire, si je prends le mot mal, quelle définition je vais mettre derrière? Est-ce qu'on parle de douleur? Est-ce qu'on parle de souffrance? Si on parle de douleur, est-ce que c'est une douleur qui est subie ou est-ce que c'est une douleur qu'on attend? On sait que ça va arriver. Si je prends le départ d'un ultra, je sais qu'il va y avoir de la douleur. Pour autant, s'il y a de la douleur, est-ce qu'il va y avoir de la souffrance derrière? Et est-ce que je fais bien la différence entre les deux? Et est-ce que quand mon athlète me parle de souffrance, la définition qui met derrière le mot souffrance, c'est la même chose que ce que moi je mets comme définition? Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Et là, je vais reprendre encore un exemple. C'est un entraîneur qui dit à une athlète, mais sois plus incisive. Et donc elle repart, elle joue, et il lui dit, mais je t'ai dit d'être plus incisive. Et elle lui répond, oui, je suis plus incisive. Sauf que les deux personnes n'avaient pas du tout la même définition d'un jeu incisif. Quand tu n'as pas le même logiciel, c'est difficile de comprendre. Bah, tu prends ton exemple, bah, pareil avec ce qu'on disait de Jonathan. Euh, l'athlète vient de voir en disant je veux pouvoir me rentrer dedans. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce C'est-à-dire que quoi tu te as? rentrer dedans?
qu'est-ce que t'attends par te rentrer dedans? Ça veut dire quoi se rentrer dedans? Ah, déjà, si tu prends les différents profils d'athlètes, on n'a pas tous la définition d'une course réussie, hein. On n'a pas la même définition. Une course réussie pour certains athlètes, ça va être de la gagner. Pour d'autres athlètes, ça va être de tout donner. Pour d'autres athlètes, ça va être de tout avoir maîtrisé, c'est-à-dire Hmm. maîtriser la nutrition. Là, si on parle d'ultra, maîtriser la nutrition, maîtriser l'allure, maîtriser la nuit, maîtriser le jour, sa lampe frontale, la façon dont on s'est habillé, si on s'est bien changé, tout ça. Pour certains autres athlètes, réussir une course, c'est prendre du plaisir, hein. C'est donc du coup, qu'est-ce qu'on appelle réussir une course? Pour certains athlètes, réussir une course, ça n'est qu'un chrono ou ça n'est qu'une place. Oui, tu peux, bah, c'est pas impossible, au contraire, ça peut même faire partie d'une demande assez classique. Pourquoi tu es là devant le préparateur mental en disant bah, moi je veux réussir ma prochaine course. Par exemple, je m'entraîne pour l'UTMB, je veux réussir l'UTMB. Si Ouais. tu penses pas ce que c'est que pour lui réussir l'UTMB, Et là, on tu peut passer une pars. séance à se demander, ok, très bien, mais c'est quoi réussir un UTMB pour toi? Ah bah du coup, moi, je veux faire moins 23 heures. Ouais, ok. Et 23 heures, ça sort d'où? 23 heures parce que 23 heures, ou on va dire 24 heures parce que je connais le chiffre. 24 heures, ça fait du 7 à l'heure. Et 7, c'est bien. Ok, bah, Ça alors fait pourquoi rond, pas 7 et c'est demi? un compte rond, c'est bien. Pourquoi pas 7 et demi? Et puis si ce jour-là, il pleut par exemple, et que l'UTMB est obligé de réduire le dénivelé du parcours. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ton objectif de 24 heures? Puisqu'on est plus sur la même distance et le même kilométrage. Est-ce qu'on continue à garder ça? Donc dans le sens du poids des mots, ou en tout cas même du poids de l'expression, qu'est-ce que c'est réellement que de réussir un UTMB? Et j'ai envie de dire que la réponse, elle est multiple, puisqu'on va tous avoir une réponse qui sera totalement différente par rapport à ça. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Et c'est très important de le déterminer parce que si on ne le détermine pas à l'avance, on ne va pas du tout dans la même direction avec son athlète. Et j'ai même envie de dire que l'athlète, il a aussi intérêt à le déterminer avec son entraîneur. Parce que, et alors pour le coup, tout à l'heure on parlait de l'assistance, il a aussi intérêt à le déterminer avec son assistance. S'il a une assistance qui lui dit sans cesse à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et que lui, tout le long du parcours, il se dit je dois être en gestion, je dois être en gestion, je dois être en gestion, il y a vraiment, vraiment, vraiment un discours qui est complètement différent entre les personnes qui l'encouragent, qui le suivent, qui le soutiennent, et lui qui fait sa course. C'est pour ça que moi, je pars du principe où lorsque l'on a déterminé ce qu'on vient chercher sur une course, quelle est la stratégie et quel est l'état d'esprit qu'on veut avoir, idéalement, il faut que l'assistance, s'il y a assistance, tous les trailers n'ont pas de l'assistance, il faut qu'ils soient au courant de ça et que leurs agissements et leurs encouragements aillent dans le sens de cet état d'esprit. Ouais, complètement. Bah, comme on disait en préparant l'épisode, je trouvais cette thématique que tu m'as proposée hyper intéressante parce qu'on n'en a pas encore parlé dans le podcast. Et c'est vrai que faire des assistances, alors on commence à entendre sur des médias un peu les podcasts spécialisés qui suivent les courses, les grandes courses. On va de temps en temps interviewer l'assistance, la compagne, le pote ou l'entraîneur. Et, euh, et c'est jamais facile, quoi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et cette communication entre l'athlète et son assistance, connaître son athlète, être assez armé, je vais dire, émotionnellement, parce qu'il faut pouvoir supporter de voir arriver quelqu'un, je sais pas, comme complètement explosé, et pas montrer quelque chose, ou au contraire montrer de l'affection. Enfin, Ouais, c'est assez compliqué et c'est ça tellement s'improvise pas. excitant. Alors, ça s'improvise pas. Moi, je l'ai quand même improvisé la première fois où j'ai assisté quelqu'un. Je trouve que c'est tellement excitant que j'ai jamais dormi pendant une assistance, même si on sait que le coureur va arriver 4 heures après, parce qu'on est sans cesse en train de traquer sur les suivis GPS, savoir où il est, s'il a perdu des places, s'il n'a pas perdu des places, s'il continue d'avancer, etc., etc. Et il y a ce côté, alors ça, c'est pas la préparation mentale, parce que tous les assistants ne sont pas forcément des préparateurs mentaux, pardon. Et puis il y a des assistances qui vont quand même très vite. Mais il y a ce moment où la personne rentre, soit dans le barnum, soit dans le gymnase, où on essaye de déterminer à peu près dans quel état il est. Si ça n'a pas été dit à l'avance, est-ce que je lui donne sa place et son temps ou pas? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis pas? Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'il n'a pas envie d'entendre? Est-ce que je lui mens? Est-ce que je lui dis qu'il a l'air bien alors qu'il court déjà à moitié de travers? Moi, je trouve que c'est des moments qui sont super excitants et il y a pas mal de feeling par rapport à ça. Et en termes de préparation, je trouve qu'il y a autre chose que le côté logistique, c'est-à-dire il y a cette partie où on est là pour arriver à un endroit à une heure bien précise avec tel matériel. Ça, c'est la partie logistique. Et ensuite, il y a cet état d'esprit.
Moi, j'ai fait 3 assistances avec la même personne sur l'UTMB. On a fait ça ensemble parce que ça se passe super bien. Et j'étais très au courant de l'évolution de l'objectif de la personne au fur et à mesure de la course. Alors ça, je peux peut-être le déterminer de façon plus précise. Pendant à peu près les 2 tiers de l'UTMB, il n'y a pas vraiment d'objectif, ni de vitesse, ni de quoi que ce soit. L'objectif, c'est d'avoir une allure la plus fluide possible pour rentrer dans le moment où on est dans le dur, le plus tard possible. Pour essayer d'avoir une allure qui soit la plus stable possible jusqu'à la fin de la course et de ne pas s'effondrer à 30 km de l'arrivée. Ça, c'est ce qu'on fait à peu près, pour les gens qui connaissent le parcours, jusqu'à Champé. Champé, À c'est à Champé, peu près 120e kilomètre? 100? ouais, Non, c'est pas ça? 120e et on est c'est à peu près vers le 120e, mais on est à la 3e assistance quand on est à Champé. Il y a une première assistance qui est Ok. au Contamine, une deuxième qui est à Courmayeur et une troisième qui est à Champé. Et pour les gens qui sont devant, les athlètes un peu devant, comme ton ami, c'est déjà le jour se lève, enfin, il fait déjà jour et Ouais, on est la quand on matinée, arrive à quoi. Champé. Mais oui, mais j'ai envie de dire que ça, à la rigueur, c'est pas forcément très grave. C'est surtout qu'est-ce qu'on cherche à faire. On Mmh. cherche à faire que pendant les 2 premiers tiers de course, on s'occupe de rien ni de personne. On est en train de faire un contre-la-montre, c'est-à-dire d'avoir une allure la plus fluide possible, qui laisse le moins de dégâts possible. Et en fin de compte, on n'essaye pas d'aller vite, on essaie de ne pas perdre de temps. À partir de là, bien souvent, s'il me le demande, je vais lui dire sa place. Et je vais lui dire son temps. Et à ce moment-là, il va rentrer, si son état lui permet toujours. Et c'est le but de la première partie de la course, d'avoir un état qui lui Mmh. permette, à ce moment-là, de rentrer dans la course. Et de dire, bon ben voilà, maintenant, je suis 30e ou 24e ou 50e, et je vais essayer de récupérer les gens devant qui sont partis plus vite que moi. Cette stratégie-là, on l'a mise au point ensemble avant. Et je sais, pendant l'assistance, à quel moment je le cravache, dans le sens où maintenant, je lui dis, là, on va chercher les gens devant. Et je lui donne sa place à chaque fois que je le vois. Et je lui donne son temps à chaque fois que je le vois. Il a un objectif de temps. Et en fin de compte, il va se servir des autres adversaires dans le but de maintenir ou de forcer l'allure pour aller les chercher un par un. Parce que lui, il est très confortable en position de chasseur. Donc il est beaucoup plus confortable en partant moins vite et ensuite en allant chercher les gens qui sont devant. Et c'est propre à la personne, hein. J'entendais Aurélien Dunant-Pallas qui disait que sur la diagonale, quand il était parti très vite et resté devant tout le temps, il était beaucoup plus confortable en position de chasser. Ouais, tout à Et fait. ça se respecte, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour René, il est beaucoup plus confortable en position de chasseur. Et il remonte quasiment tout le temps des places comme ça, une par une, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ensuite, on est arrivé à un stade aux alentours de Trian, où il était très en avance sur les temps qu'il avait imaginés. Mais au final, ces temps-là, jusque-là, on s'en intéresse pas du tout. Mais alors vraiment pas. D'ailleurs, on peut y revenir au temps de passage, parce que moi, je considère que pour beaucoup de choses, c'est une erreur de s'y intéresser. Et à partir de là, où je lui ai dit, bon voilà, maintenant, tu m'avais dit que tu voulais mettre moins de tel chrono, et tu as 45 minutes d'avance. Donc, feu. Et on rentre dans un objectif qui est différent. On a un objectif pour les 2 premiers tiers de course qui est de avancer fluidement pour arriver en bon état au niveau du 2 tiers de course. Et ensuite, on a un objectif vraiment de vitesse. On rentre un petit peu plus dans le combat, entre guillemets, pour aller chercher son chrono ou sa place, parce que les conditions de course nous ont permis d'arriver à un instant qui le permet. C'est-à-dire que dans l'ultra, on ne peut pas dire comme sur un 10 km sur piste, les temps de passage, ça va être pile poil ce temps-là. Il suffit qu'il pleuve, il suffit que la météo soit différente, il suffit qu'il fasse une canicule comme jamais, les conditions sont très changeantes, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir, et c'est compliqué d'avoir un objectif qui est chiffré sur ce sport-là. Et j'ai même envie de dire que c'est non seulement compliqué, mais en plus c'est complètement contre-productif. Donc finalement, l'objectif qu'on va avoir sur les 2 premiers tiers de course, ce sont des objectifs de maîtrise. Bien monter, bien descendre, ne pas se blesser et bien s'alimenter, bien s'habiller pour arriver aux 2 tiers de course dans un état qui soit le plus optimal possible. Et ensuite, on a un deuxième objectif qui se met en place si le premier est rempli et validé. Parce que le premier objectif pour réussir, c'est quand même de franchir la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que l'objectif est différent pour chaque trailer, mais que ce soit du premier au dernier qui prend le départ d'un UTMB, le point commun, c'est quand même d'aller à la ligne d'arrivée.
La grande trame que je ressens dans tout ce que tu dis et de tout ce qu'on se dit, c'est toujours la singularité, quoi. Chaque personne est unique, chaque personne a Complètement. son plan dans sa tête, a sa manière d'être. Tu parlais, on pourrait prendre tous les exemples, mais tu disais Aurélien du Nampalade, lui, il est plus confortable à être devant et à gérer de devant ce qui se passe. Ouais, J'ai eu Eric Clavry qui, qui m'expliquait ça aussi. Il dit, moi, je suis pas. Il dit, Antoine Guillon, c'est mon grand copain. Antoine Guillon, c'est le Pac-Man. Il part du fond complètement. et il ramasse tout le monde quasiment jusqu'au bout. Il dit, bah, moi, je peux pas faire ça. Mentalement, je ne sais pas faire ça et je suis pas du tout confortable de faire ça. Pas Euh, confortable de faire ça et peut-être aussi pas confortable de se retrouver en 50e position au ça. premier ravitaillement. Et il y a des Il, gens pour il veut qui pas que faire ça ça. inquiète beaucoup, quoi. C'est exactement ce qu'il disait. Il dit, moi, je suis pas à l'aise à faire ça. Ça me stresse beaucoup trop de me dire, je suis trop loin de la tête. C'est pas possible. Donc, je préfère partir Ouais. devant. Et moi, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que si j'arrive sur un trail et que je ne suis pas 30e au premier ravitaillement, je me dis souvent, il est possible que je sois parti trop vite. Ah oui. Ok. Et parce que aussi, c'est ce que j'estime, ou en tout cas ce que je crois, hein, pour en revenir aux croyances, être mes caractéristiques de trailer. Je ne Mm. pense pas être un trailer qui a un départ rapide. Et je ne pense pas être un trailer qui a déjà de la vitesse sur des trails plus courts. Donc, je vais plutôt chercher à faire, et je suis d'ailleurs bien plus confortable avec ça, à avoir une vitesse la plus stable possible du début à la fin et de décélérer le moins possible. Donc, d'avoir une intensité d'effort qui soit stable, et pour avoir une Mm. intensité d'effort stable, il ne faut pas partir trop vite. Mais c'est propre à la personne et c'est Que très j'allais singulier, que j'allais complètement. dire, hein, si tu as, si t'as une vitesse un truc qui parle à tout le monde, si tu cours le 10 km en 30 minutes, bon, on peut partir d'une base que tu as une bonne base de vitesse et que si tu pars à 16-17 à l'heure pendant 5 minutes, ça sera pas dramatique pour toi. Ouais. Si ta VMA elle est à 14 à l'heure et que tu pars à 14, il y a un petit problème. Donc, Ah bah, on a les deux exemples là, sur UTMB l'année dernière. Il y avait Katie, c'est l'année dernière, je dis pas de bêtises, ouais, qui est partie vraiment très qui est vite. parti à Elle était bloc, ouais. vraiment même avec les meilleurs hommes. Et Ouais, ouais. derrière, c'était Ruth Croft qui est partie à une vitesse vraiment beaucoup moins vite. Et elle Mhm. a fait une fin de course qui était quand même assez incroyable, quoi. Ouais, c'était exceptionnel. Ouais. D'ailleurs, je pense que si Katie prend le départ avec Courtenay, Courtenay part moins vite. Il m'a toujours semblé que Courtenay était souvent placé vers les 60, 80e positions sur des départs et qu'elle remonte après. Alors que là, Katie, elle était vraiment partie à une vitesse incroyable. Et pour autant, ça lui réussit bien, quoi. Elle fait quand même, elle fait un ultra qui est vraiment incroyable. Donc c'est tout à fait singulier à la personne, complètement. Mais il y a aussi tes capacités physiques et ce que tu crois être tes capacités physiques. Donc si tu as une stratégie de course avec laquelle tu es inconfortable, c'est que souvent il y a quelque chose qui coince. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, même si on n'a pas tout à fait identifié ce que c'est, il faut se poser la question, si on n'est pas à l'aise avec une certaine stratégie, c'est qu'il faut déterminer ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec Mhm. cette stratégie-là. René, par exemple, c'est un ancien coureur d'Ironman qui a une excellente vitesse à plat, malgré le fait qu'il soit plutôt jeune, il court encore très très bien sur le plat. Un départ du TMB en faux plat descendant, s'il arrive aux ouches un peu plus vite que ce qu'on a imaginé, c'est pas très grave. C'est pas là-dessus qu'on va se poser trop de questions. Et tout ça, ça se détermine en avance et voir avec quel type de stratégie la personne est le plus à l'aise. Sur un autre sujet, on a parlé en préparant l'épisode d'un terme qu'on emploie beaucoup, qu'on voit beaucoup et que je pense qui est encore assez flou. Et c'est la sémiomotricité. La Ouais. sémiomotricité dans l'ultra, comment tu peux nous expliquer ça? Alors, la sémiotricité, c'est toujours aussi difficile à dire ce Ouais, mot-là. je crois que j'ai bafouillé mes 2 fois où je l'ai répété. Donc, Ah, bah, je je te crois que laisserai le dire pour la prochaine. je le bafouille 9 fois sur 10 quand je le dis. Alors, j'aime bien prendre deux exemples de sport pour expliquer ce que c'est. Et on va prendre comme exemple le football, par exemple. En football, on a euh, pas des paramètres, mais on a de l'interférence, on a des échanges avec nos adversaires, nos équipiers, notre entraîneur et le public. Et tout ça, c'est mouvant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer ce que va être l'attitude du public. On n'a pas de pouvoir sur ce que va être l'attitude de l'adversaire. On n'a pas trop de pouvoir sur ce que va être l'attitude de nos équipiers. Et pas du tout non plus sur l'entraîneur. Même si on pourrait s'amuser à
mesurer la quantité de pouvoir, ou en tout cas d'interaction qu'on a avec chacun de ces parties, en pourcentage par exemple. Mm. Si je prends, mais par contre, le terrain sur lequel je joue, lui, il est 100% stable. Ça, je peux le prévoir à l'avance. Je sais qu'un terrain de foot, ça fait toujours la même dimension avec le même marquage au sol. À l'inverse, si je prends quelqu'un qui fait le Vendée Globe en solitaire, je crois que c'est le Vendée Globe, si je dis pas de bêtises, lui, il est sur un terrain qui est complètement instable, qui est complètement imprévisible, et il a de relations avec personne. Ses adversaires, il ne les voit pas, ses équipiers, il n'en a pas, son entraîneur, il n'en a pas non plus. Et du public, à part quand il fait des vidéos, il n'y en a pas. Et en fin de compte, ça revient un petit peu à la philosophie de Sénèque ou de ces philosophes de l'Antiquité qui consiste à dire voir ce qui est, voir ce qu'on peut faire. Et quand on fait un ultra, il y a les choses que l'on va pouvoir maîtriser et puis celles avec lesquelles il va falloir composer. D'ailleurs, il y a bien souvent des gens qui disent que l'art de l'ultra, c'est faire un plan et puis ensuite, on sait très bien que ce plan-là, de toute façon, on ne le suivra pas. Donc si par exemple, je fais un ultra, dans la sémiotricité de l'ultra, avec quoi je peux avoir de l'interaction, et dans cette interaction, laquelle je peux maîtriser. Ben, je peux par exemple maîtriser ce que je veux au ravitaillement, si j'ai de l'assistance. Si j'ai de la famille qui vient me voir, je peux leur demander de d'utiliser tel mot pour m'encourager et pas tel autre. Si par exemple j'ai décidé sur la première partie de l'ultra de ne pas m'inquiéter ni du classement ni de chrono, je peux très bien le leur demander. Vous pouvez m'encourager, mais je ne veux pas savoir ni ma place ni mon temps. C'est ce qui s'est dit aussi, je crois que c'est aussi pour Jonathan, il dit je ne veux pas savoir ma place avant, bah, tu vois, Champé par exemple. Ouais, complètement. Parce que la course commence à Champé. Ouais, tout à fait. Non, pour lui en tout cas. Ouais. Et la sémiotricité des sports, c'est ça. C'est-à-dire ce sport-là, dans quelle catégorie je le classe, en fonction de avec qui j'ai de l'interaction et sur quoi j'ai de l'influence. Et comment je maîtrise cette interaction? Par exemple, Ouais, j'ai la maîtrise de mon pace, quoi, de ma vitesse. exactement. Et Par donc contre, si... l'ultra, il n'y a pour moi aucun intérêt à chercher à maîtriser ce qu'on pourrait appeler, par exemple, alors j'imagine peut-être que c'est comme ça en Formule 1, mais une course parfaite où chaque tour est millimétré au millième de seconde près. En ultra, c'est strictement impossible. Il suffit par exemple qu'il ait plu la veille pour que le terrain soit plus le même. Il suffit qu'il y ait des conditions météo qui aient poussé l'organisateur à changer le parcours pour que les conditions soient complètement différentes. Donc, sur quoi j'ai du pouvoir quand j'ai l'ultra? J'ai du pouvoir sur le matériel que j'emporte avec moi, sur les chaussures que j'utilise, si elles vont me faire des ampoules ou pas, sur la quantité de carbs, de glucides que j'ai décidé de consommer, la quantité de sodium, sur qui m'assiste. J'ai le pouvoir de ne pas me perdre ou de me perdre, si ça a été bien balisé. Mais par exemple, est-ce que c'est judicieux de dire moi je vais calquer ma course sur telle personne? Non, parce que j'ai absolument aucun pouvoir ou en tout cas aucune façon d'anticiper la façon dont cette personne va faire la course. Est-ce que je sais s'il décide de partir vite, moins vite? Est-ce que je sais si dans son profil il est bon descendeur, meilleur grimpeur ou meilleur sur le plat? Je n'en ai absolument aucune idée. C'est d'ailleurs pour ça que moi je considère que les temps de passage, c'est quand même un problème. Les temps de passage, ils vont nous permettre d'estimer, et je dis bien estimer, hein, pas de prévoir de façon précise, ce que je dois emporter comme nourriture et comme alimentation d'un point à un autre. Mais qu'est-ce que je fais si j'arrive à un temps de passage avec de l'avance? Est-ce que je ralentis parce que je suis trop en avance? Et si j'y arrive avec du retard, est-ce que je commence à me manger le cerveau en me disant mon Dieu, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, je ne suis pas arrivé à l'heure à mon temps de passage? C'est vrai, comme tu dis, il y a deux écoles. Il y a celle où tu prévois un minimum, tu te mets une fourchette pour calculer ta nourriture, ta boisson et pour ton assistance, si tu en as. Mais celle de dire je calque ma course sur un plan de course, enfin sur un trail, un ultra, enfin, c'est tellement. Même si on se connaît bien, moi je suis un peu je suis comme toi, je vois pas en quoi ça peut devenir une stratégie de course. Euh, Ça monte, ça descend, encore une fois, on n'est pas sur un 10 000, on n'est pas sur un 10 000 à plat, quoi. Donc Ouais. je vois pas comment ça peut être valide, même si on se connaît très bien, en fait. Il y a ce phénomène-là, et il y a le deuxième phénomène comme tu disais tout à l'heure, où on part vite pour rester avec tel groupe Mm. ou tel autre, parce que si on écoute un petit peu ce qui se dit d'un point de vue des entraînements, aujourd'hui, on considère que pour être bon en durabilité, il faut avoir une intensité d'effort qui soit la plus stable possible. Et si jamais je pars pour rester avec un groupe, ce phénomène-là, je m'assois un petit peu dessus, quoi. Mm. C'est-à-dire que je pars du principe où
bah, je reste avec ce groupe. Parce que peut-être que mentalement, je ne suis pas à l'aise en étant derrière ce groupe, ou je ne suis pas à l'aise en étant trop devant ce groupe, peut-être. En tout cas, je ne suis pas à l'aise si je ne suis pas avec ce groupe. Mais ça veut dire que quelque part, je crée, on va dire, une erreur, ou en tout cas un point faible d'un point de vue du physio, puisque j'ai utilisé des cartouches pour rester avec ce groupe, parce que j'ai une vulnérabilité du point de vue du mental, dans le sens où je ne me sens pas bien si je ne suis pas avec le groupe. Est-ce qu'au niveau des temps de passage, on n'a pas ce problème-là aussi? Par exemple, je dis je dois être à 2 heures à tel endroit, dans 2 heures à tel endroit. Est-ce que ça va pas être un problème pour moi d'avoir un temps de passage, dans le sens où si j'y arrive en 2h05, je peux très vite me dire, je peux très vite avoir un flux de pensées négatives qui arrive. Alors bien entendu, on a des outils pour ça. Mais si on le travaille en amont, par exemple, de dire, bon ok, très bien, j'arrive avec 2h05 ou 2h10, j'ai 10 minutes de retard sur mes temps de passage, est-ce que ça veut dire que j'ai raté la course? Réellement, j'en sais rien. Sauf que ça, si tu l'as pas bossé en amont, ça peut très bien devenir quelque chose de délicat. C'est d'ailleurs une question que j'aurais bien aimé poser à ton précédent invité sur l'UTMB. C'est qu'à un moment donné, il dit qu'en début de course, il n'était pas très bien. Ouais, il était en dessous de ses temps, ouais. Et il était en dessous de ses temps. Il dit physiquement, j'étais pas très bien, j'étais en dessous de mes temps. Et la question que j'avais pour lui, et je pourrais très bien lui faire un mail, ça serait rigolo, de lui dire, est-ce que tu as commencé à te sentir mal après avoir constaté que tu n'étais pas dans tes temps? Ou est-ce que tu t'es senti mal et ensuite tu as constaté que tu n'étais pas dans tes temps? Je crois que c'est dans le premier sens. Je vais pas répondre à sa place, mais il me semble qu'en a Je, échangé. je n'en ai aucune idée, mais Il était, ça pourrait être une question intéressante à creuser. qu'il n'était pas foufou et tu vois, on disait, il a suivi, je vais parler de ça, il a plus ou moins suivi Ruth sur Ouais. le positionnement tout au long de la course. Ruth a fini encore plus vite que lui, mais il est pas loin. Et ils ont eu un peu la même évolution sur la course. Et il me disait, tout le monde dit t'es parti doucement. Mais je suis quand même parti trop vite par rapport à ce que je m'étais fixé. Et par rapport c'est sûr que par rapport aux autres qui partent à 3,20, je suis parti doucement. Mais, euh, mais je me sentais pas très très bien au début et il faisait très chaud à Chamonix. Et c'est encore une fois ce que tu disais, la sémiotricité. Se recentrer sur ce que tu maîtrises et pas ruminer sur ce que tu maîtrises pas. Je pense qu'au niveau pensée parade, pensée parasite, pensée positive, on est déjà dans quelque chose qui fait du bien. C'est-à-dire plutôt que de dire putain, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, j'ai pas prévu, bah, tu dire non, ok, il fait chaud. Par contre, moi, qu'est-ce que je maîtrise? Mon alimentation, mon hydratation. Donc je bois, Ouais. voilà. Ou ils annoncent, il y a un orage, Mais là, il faut arriver à faire un pas de côté pour ça. voilà, il y a C'est-à-dire, un orage qui va péter, ce je qu'en m'habille. préparation, ouais, mais ce qu'en préparation, on va appeler du recadrage. C'est-à-dire arriver à dire, bon, ben voilà, il se passe ça. Mm, Maintenant, si je regarde la situation d'un point de vue purement pragmatique, qu'est-ce que je fais pour faire face à ça? Donc, on en revient à la sémiotricité, mais on en revient à la préparation mentale dans le sens où, bien sûr. Faut pouvoir entre être guillemets, capable de le faire. l'imprévu se prévoit. C'est-à-dire, c'est pas de prévoir ce qui va arriver, c'est de dire, voilà, quand il y a un imprévu, quel type de comportement je peux adopter pour trouver une solution. Pas quelle solution je mets en place en amont, puisque c'est un imprévu par définition, on peut pas mettre une solution en place en amont. Par contre, on peut imaginer quel comportement je vais avoir. Moi, j'aime bien faire de la dissociation quand c'est comme ça. Ok, très bien. Il fait chaud, j'ai vraiment chaud. Ouh là là, j'avais pas prévu, il fait 35, je suis au fond de la Vésubie, je passe là entre midi et 14 heures, j'ai pas imaginé qu'il allait faire 38. Ok. J'aime bien dissocier ça quand je. Alors pour mon compte personnel, je dis pas que ça marche chez tout le monde, d'autres personnes ont d'autres outils. Et moi, je préfère dire, il y a une douleur, il y a une chaleur là qui est ressentie. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et c'est très différent de se placer dans le sens où cette chaleur, je la ressens. Alors effectivement, quelque part, quand je dis qu'elle est ressentie, elle est ressentie par moi. Je pourrais finir la phrase comme ça. Mais je le dis de façon complètement dissociée en disant, il y a une chaleur qui est ressentie là. Ouais, ça me fait Ok, penser alors est-ce que je peux m'arroser? Est-ce que je peux boire? Où au est-ce qu'elle est la scan. prochaine Ouais, fontaine? ouais. Qu'est-ce que je prends comme flotte? Est-ce qu'au prochain ravitaillement, je remplis pas une flasque de plus? Voilà. S'il n'y a pas de flasque, est-ce que je demande aux bénévoles de me barrer avec une bouteille d'eau? Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça, c'est un de mes petits tips perso que j'utilise. Mais j'ai d'autres athlètes qui font autrement. Ça fait penser à la pleine conscience, justement. Ça amène à ça, à la méditation pleine Ouais, conscience que j'ai pas mal pratiqué et que j'affectionne particulièrement. Les choses toutes simples comme le scan corporel. C'est, on ressent, on ressent ce qui se passe dans le corps sans subir ce qui se passe dans le corps. Juste ouais, on ressent. c'est des outils qu'on utilise beaucoup aussi en sophrologie, de faire des scans corporels Tout à et fait. d'accueillir un petit peu ce qui se passe. Là, moi, la seule différence, c'est que j'accueille ça de façon dissociée. Je dis pas je ressens ça. Je dis ça, c'est ressenti. Et je trouve que ça donne un côté un petit peu plus pragmatique.
Et ça court-circuite un petit peu Mm. la pensée. Parce que cette pensée, elle peut très vite appuyer sur une croyance. Je ne peux pas performer s'il fait chaud. Et cette croyance, elle peut très vite amener à une émotion. Oula, je ne peux pas performer s'il fait chaud, mon Dieu, j'ai peur, je vais bâcher, je vais avoir des crampes, etc., etc., etc. Et on en revient au physio, etc., etc. Oui, bien entendu, il y a plusieurs, comme on est en train de le dire là, ça peut être la méditation de pleine conscience. Moi, ma façon à moi, c'est la dissociation. Chacun trouve un tips. Mais ce que je disais tout à l'heure, et on en revient à la sémiotricité, pour moi, plus le temps d'exposition est long, ou plus il faut être confortable dans l'incertitude. On peut pas, je ne pense pas en tout cas, qu'on peut considérer comme la perfection d'avoir une course où on a tout prévu, parce que sinon en ultra, c'est le jeu hein, de l'ultra de ne pas avoir tout prévu. Et donc se rendre confortable dans des situations qui vont être de toute façon incertaines et sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les solutions à l'avance, ça fait partie du jeu pour moi de l'ultra. Et une des choses qui doit être préparée vraiment en amont sur l'ultra. Ça pourrait être presque à l'envers de dire je me prépare à l'incertitude, parce que du coup, l'incertitude, c'est quelque chose qui, à la base, n'est pas préparable puisque c'est incertain. Mais oui, c'est ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Par rapport à ce que tu disais là, je sais pas comment je vais te formuler ça, mais l'ultra, on part sur des temps longs et du coup, plus le temps est long, plus on s'expose à une incertitude et il faut être à l'aise avec cette incertitude-là, le fait de s'exposer avec ce temps long. Je prends l'exemple du marathon. Le marathon, c'est extrêmement dur et peinant et d'ailleurs, on en voit souvent là, c'était la période où certains ultra-trailers vont se faire la caisse un peu en vitesse sur des marathons avant de reprendre de reprendre la montagne. Et c'est des gens qui vont qui ont l'habitude de faire des 100 km, des 100 miles, qui vont loin dans la douleur. Et ils te disent le marathon, c'est abominable. C'est le ratio, en fait, l'espace-temps dans la tête, tu vois, c'est là où je veux en venir. On est sur un 2 heures pour les meilleurs, 2h05, et 2h30, 3h, 3h30. Cet espace-temps devient complètement interminable, bien que par rapport à un ultra qui peut durer 24, 34 heures, ça n'a rien à voir en fait. Mais par contre, tu as une gestion de l'effort aussi qui est complètement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement parce que je fais partie de ces gens-là. Je suis beaucoup moins inquiet avec un dossard. Enfin, je suis beaucoup moins inquiet, je suis inquiet quand même. Mais avec un dossard sur le TCAM qu'avec un dossard sur un marathon. Mm. Je n'en ai jamais fait du marathon à sec. J'ai toujours fait un marathon sur un Ironman, Triathlon, ouais. complètement. Oui, ça me fait souci et je pense que je sais ce qu'ils veulent dire. Moi, j'imagine pas l'ultra comme quelque chose où on aime se faire mal. Mm. Je pense qu'en ultra, on passe énormément de temps à essayer de repousser le plus possible le moment où ça va faire mal. Et quand je dis mal, je parle de douleur, hein. Après, ça peut être de la souffrance aussi, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on part sur un ultra? On essaye de partir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une allure que moi j'appelle fluide. Chacun trouvera le mot qui va bien dans ce qu'il ressent à ce moment-là. C'est-à-dire une allure où on a l'impression d'avancer bien, mais en restant dans le confort. Et on cherche un petit peu tout le temps cette espèce de zone où ça roule bien, mais ça force pas, quoi. On n'a pas besoin d'engager le geste, on respire pas trop fort. D'un point de vue des sensations, c'est assez OK. Et en final, on essaye de repousser ce moment où on va commencer vraiment à devoir s'engager et à piocher. Sur le marathon, dans la mesure où c'est un sport qui est quand même ultra normé, même si tous les parcours de marathon ne sont pas identiques, on a quand même une distance Mm. qui est quasiment tout le temps la même. Mm. Il y a beaucoup d'athlètes d'ailleurs qui recherchent des marathons assez rapides ou qui refont plusieurs fois le même marathon. Donc ils ont des temps de passage assez précis. Et souvent, on a les yeux qui sont collés au chrono. Donc au bout de 5 km, on sait si on est dans l'allure ou pas. En tout cas, de ce qu'on avait estimé au début. On n'a pas ce côté météo, nature du terrain, est-ce que le sentier il a été raviné par un orage 3 semaines avant, ou des choses comme ça, qui vont moduler comme ça des temps de passage qui, au final, sont précis, mais avec une grosse louche. Donc on n'est pas vraiment à 20 minutes près, quoi. Ils sont plutôt précis pour dire on va manger ça de tel endroit à tel endroit, mais pas vraiment pour l'allure à laquelle on va courir. Surtout quand la montre elle affiche 21 minutes au kilomètre, on peut pas vraiment dire on n'essaye pas forcément d'aller vite en fin de compte en ultra, on essaye d'aller bien et d'aller bien pendant le plus longtemps possible. Mm. Sur marathon, moi ce qui me fait peur déjà c'est la répétition constante d'un geste. Je pense qu'il y a ce phénomène-là aussi qui crée au final une fatigue rapide. Et puis il y a le fait que
c'est court, mais ça va vite, quoi. C'est-à-dire, c'est cette espèce de chose qui est à la fois pas assez longue, mais à la fois pas assez courte. Et effectivement, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est une épreuve qui est très difficile parce que bah, ça va pas vite, mais ça va pas doucement non plus. Donc, Mm. c'est presque la mauvaise allure entre c'est long et du coup, j'y vais tranquille, et c'est court, donc ça va faire mal, mais pas trop longtemps, quoi. Bah, la sensation d'inconfort est très très prononcée, bien que ce soit Et elle beaucoup plus arrive court. vite. Et elle arrive vite, ouais. Et elle peut arriver très vite. Et il faut tenir l'allure. Et il y a aussi, je pense, Mm. ce que je te disais tout à l'heure sur un ultramarin, par exemple, c'est ce côté hyper régularité. C'est-à-dire, on a un ultra où je crois qu'il y a moins de dénivelé, moins de 1000 mètres de dénivelé sur l'ultramarin, c'est très plat. Et Ouais. on a l'hyper répétabilité du geste où vraiment il faut avoir cette allure. D'ailleurs, je crois que les trailers sur l'ultramarin cassent ça. C'est-à-dire Oui, que des il y a fois, ils font un exprès de se protocole. mettre des, Mm. des protocoles où ils marchent. Alors qu'en final, Tout à en fait. ultra, on franchit plutôt enfin en tout cas sur l'ultra de montagne, on franchit plutôt des épreuves, des obstacles. Et voilà, bon, bah là, j'ai 6 km de descente. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces 6 km de descente, j'ai 1000 mètres de D+. Et à chaque fois, on avance d'un jalon à l'autre. Mm. Ce qui est quand même plus délicat, je trouve, que sur marathon, où on va poser une allure. Et puis, le jeu, c'est de tenir cette Et allure advienne le que plus pourra. précisément possible, quoi. On en vient au dernier thème qu'on avait envisagé et sur lesquels tu interviens également, c'est la gestion de blessures. Alors, en Ouais, plus, en trail, on est servi, hein, on est servi. on Et est très puis, souvent blessé. j'en suis l'exemple typique, puisque Et je moi viens de me aussi. faire la cheville il y a 4 semaines. Et moi, ça fait 3 mois que mon ischio m'empêche de courir après une belle tendinite et il ne se remet pas comme ça. Donc, j'ai passé tout le printemps assis. Donc oui, donc la gestion de blessures. Complètement. Comment tu abordes ça? Dans quel mode d'accompagnement tu le fais? Alors, comment j'aborde ça? Et pour éviter de faire trop dans la répétition, j'ai été formé en grande partie par Emeric pour cette partie-là. Aymeric Guillot, Ouais. que j'ai reçu dans l'épisode je ne sais plus combien, Emeric Guillot, il n'y a pas si qui est longtemps. Mm. exactement, il n'y a pas si longtemps, qui est quelqu'un qui fait énormément de recherches sur l'imagerie motrice. La gestion de la blessure, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le travail sur la partie mentale pure. Et en fin de compte, si je veux vraiment étendre la chose de façon très large, on va avoir un travail sur l'intégralité du système nerveux central. Donc, quand on va avoir la gestion de la blessure, il y a l'accident lui-même. Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace émotionnelle? Et ensuite, il y a le deuil de ce qui va suivre. Par exemple, on avait prévu de faire une course, ben, il va peut-être falloir y renoncer. Et Mhm. là, il y a un travail en préparation mentale à faire pour renoncer aux objectifs qui avaient peut-être été posés avant l'accident. Il peut y avoir un travail aussi sur le stress, la peur de l'opération ou pas, si jamais il y a besoin. Et ensuite, lorsque va démarrer la partie, on va dire, rééducation jusqu'à la réathlétisation, et je dirais même dans certains sports jusqu'à la reprise du geste technique, il va y avoir tout l'accompagnement en imagerie motrice avec la personne pour retrouver de la façon la plus simple possible la force et la mobilité. Et l'amplitude de mouvement, mais ça va avec la mobilité. Et ça, c'est vraiment tout le boulot que l'on fait sur la gestion de la blessure. Et quand on va faire ce travail d'imagerie motrice, qui consiste en fin de compte à retravailler les exercices qui sont donnés par le corps médical en imagerie motrice, nous, à aucun moment, on va prescrire des exercices. On n'est pas des professionnels de la santé. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à un athlète, bon ben voilà, là, il faut faire des squats. Par contre, quand l'athlète va me donner ce qui a été prescrit par le kiné, par exemple, ou par ensuite le préparateur physique qui va lui faire une réathlétisation, nous, on va pouvoir coller à ça un programme d'imagerie motrice qui va venir appuyer assez fortement le travail qui est fait par les différents intervenants. Ce travail d'imagerie motrice, il a pour but, en fin de compte, de soutenir et d'augmenter l'efficacité du travail qui est fait par les professionnels de santé. Et au fur et à mesure, on avance comme ça. Et j'ai eu des exemples qui sont plutôt probants, hein. J'ai par exemple un athlète qui faisait travail chez kiné, une imagerie motrice, après avoir eu un accident sur une cheville. Et puis, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il me disait que lorsqu'il faisait de l'imagerie sur cette cheville, donc simplement en fermant les yeux et en imaginant faire des mouvements qui avaient été donnés par le kiné, il y avait une gêne, il y avait quelque chose qui se passait pas comme il voulait, quoi. On a fait une séance sur ça. Lorsqu'il est retourné chez le kiné 4-5 jours après, il avait plus de force sur le membre qui était convalescent que sur le membre qui était valide. Parce qu'en fait, il avait un blocage émotionnel qui était encore resté après l'accident.
Et il a fallu qu'on débloque ce blocage et les effets sont assez incroyables. C'est-à-dire que sans que la personne ne s'en rende compte de façon complètement consciente, il y avait vraiment quelque chose qui bloquait. Il y avait une émotion délicate qui ne voulait pas que on relâche le mouvement complètement et qu'on libère toute la force qu'il y avait dans ce pied. Pour appuyer aussi ça, alors moi je le fais depuis moins longtemps, mais Jonathan le fait depuis très longtemps, ce travail de gestion de la blessure. Il y a ensuite la reprise du geste technique. Donc par exemple, pour un athlète qui fait un service au tennis, on va dire, ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir retravailler la technique de son geste. Il y a des gains de force d'imagerie motrice qui sont aussi très très importants. Par exemple, un coureur qui va faire une réathlétisation avant de se remettre à courir, on va pouvoir faire l'imagerie motrice sur du squat ou autre chose. Il y a des techniques qui vont permettre de travailler le membre valide et de transférer le travail du membre valide au membre invalide par imagerie motrice. Et j'ai eu d'ailleurs au téléphone Blaise Dubois de la clinique du coureur, là, je crois que c'était la semaine dernière. Et eux, ils ont un protocole qui s'appelle le Peace and Love. Et dans le haut du Love, on parle d'optimisme. Et donc, ce que Blaise m'expliquait, c'est un petit peu finalement ce que nous, on a trouvé empiriquement à force de pratiquer. C'est que finalement, ce n'est pas le grade de l'entorse qui va déterminer la durée de la convalescence derrière. C'est la croyance du patient dans la rapidité de sa guérison. Alors, je pourrais retrouver l'étude, hein, là, je ne l'ai pas en tête. C'est une étude qui a été sortie, je crois, aux alentours de 2017 et qui a démontré ça. Et eux, ils sont aujourd'hui intimement persuadés que le mental, bon, d'ailleurs, aujourd'hui, on sait très bien que 30% des traitements médicamenteux fonctionnent grâce à l'effet placebo. Donc, c'est vraiment le boulot qu'on fait au niveau de la gestion de la blessure. Donc, si je prends mon cas personnel, j'ai eu une entorse il y a 3 semaines maintenant. J'ai suivi le protocole de la clinique du coureur. J'ai fait une séance en auto-hypnose pour vérifier qu'il n'y ait pas d'émotionnel, parce que cette entorse, elle est survenue en courant. Et à partir du moment où j'ai pu remettre en charge progressivement la blessure, j'ai fait tout de suite du travail d'imagerie motrice dessus. Et j'ai refait un premier trail de 45 km 2 semaines après, en faisant les descentes vraiment tranquillement, parce que en 2 semaines, ton ligament, il n'est pas cicatrisé, hein. Mais ça courait, quoi. Oui, mais et puis sans appréhension, justement, sans avoir peur de te refaire dessus, justement. Enfin, Ouais, le moins alors il y avait de possible. l'appréhension, mais cette appréhension, elle était justifiée dans le sens où je savais que le ligament n'est pas cicatrisé. Donc, si tu veux, cette appréhension, elle n'est pas malvenue, dans le sens où elle est là pour protéger quelque chose qui est blessé. Mm. Maintenant, je surveille régulièrement, de sortie en sortie, qu'au fur et à mesure où la cicatrisation s'approche de la fin, ben, la confiance revienne avec. Si par contre, dans 6 semaines, tout est guéri, tout est opérationnel et je ne suis toujours pas confiant en descente, là, il y a vraiment un travail à faire. Mais c'est quelque chose que je suis au jour le jour, au fur et à mesure que je vais courir, quoi. Ouais, franchement, c'est quand j'en ai parlé là, de ce que tu redis, et j'en avais parlé évidemment avec Emeric, on avait passé tout un épisode sur le sujet. On est quasiment dans de la science-fiction. Heureusement que c'est les sciences qui appuient, preuve à l'appui, la véracité de tout ça, parce que c'est difficile à croire. Et ça n'en est pas moins réel et efficace. Mais vraiment, bah, comme là, tu as dit beaucoup de choses. Mais transférer la mobilité, la motricité, peut-être la force d'un membre valide sur un membre invalide, tu vois, tu te dis, ok, d'accord, mais comment ça se passe? Tu vois, c'est Mais un truc de fou quand même. j'ai mal compris ou vous l'aviez abordé ce phénomène-là avec Emeric dans l'épisode? Je l'ai pas mal relancé sur le gain de force, parce que c'est vraiment aussi quelque chose Ouais. d'assez, comme il dit, provocateur, d'obtenir par la visualisation, par l'imagerie mentale motrice, un gain de force. Ouais. C'est quand même quelque chose aussi. Bah alors, dans les études, ce qui avait été fait, c'est gain de force par rapport à quelqu'un qui fait de l'entraînement. Bon, ça, on sait que ça fonctionne. Gain de force sur quelqu'un qui fait 100% imagerie, zéro entraînement. On sait que ça fonctionne, mais c'est pas optimal. Mm. Moi, j'ai refait la préparation physique là, depuis très peu de temps. Là, cette année, c'est quelque chose que j'ai voulu rajouter à mon entraînement. Et j'optimise mon temps. C'est-à-dire que j'aime pas trop les phases de récup où je pose la barre et j'attends. Et en fait, pendant les phases de récup, je fais de l'imagerie motrice sur l'exercice que je viens de faire. Putain, c'est pas bête ça. Je vais utiliser ça dès Ouais. demain. Ça va être Ouais. bien. Alors pour le coup, on sort du cadre de la préparation mentale, mais en fin de compte, moi, mon jeu, c'est d'essayer d'être le plus performant possible sur Ultra,
Mais je sais très bien que j'ai une limite en termes du nombre d'heures d'entraînement que je peux faire par semaine. Alors même si j'arrive quand même à m'entraîner de façon très conséquente, hein, j'arrive à faire des semaines parfois jusqu'à 15 heures, mais je me dis, voilà, le jeu, c'est d'essayer d'être le plus performant possible avec ça. Et du coup, dans l'optimisation, je me pose souvent la question de ce que je fais là, est-ce que c'est le plus optimal de ce que je pourrais faire pour progresser? Et notamment, j'ai incorporé du coup des séances de préparation physique pour augmenter la force max. Et pour optimiser encore un peu plus le truc, au lieu de rester immobile entre les séries, ben, je refais les séries en imagerie motrice. Et ça, je trouve que c'est, comme il dit Emmerich, ça, pourquoi ne pas le faire en fait? C'est Mm. tellement... le rapport bénéfice-risque, il est quasiment nul. Bah oui. Alors, il y a quelques risques, hein, on peut faire des bêtises avec de l'imagerie motrice, hein. Mais pas pour nous, entre guillemets. Bah, pas pour. Enfin, très difficilement pour un entraînement en endurance, quoi. On n'est pas Ouais, dans c'est la compliqué parce que tu vas. On avait fait par exemple, je prends toujours cet exemple sur une gymnaste qui prenait une course d'élan pour ensuite faire une figure. Et on s'est rendu compte que quand elle le faisait en imagerie motrice, elle le faisait trop vite. Et du coup, à force de le faire trop vite, lorsqu'elle faisait sa course d'élan, Elle arrivait trop vite. elle arrivait trop loin et elle sortait du tapis. Ah, ok. Et là, donc là, oui, tu peux faire des bêtises. D'ailleurs, la question que j'ai posée à Emeric il y a 15 jours, et je vais probablement le relancer parce qu'il ne m'a pas encore répondu, mais il m'a prévenu que ce serait un peu long. Et c'est quelque chose qui va peut-être intéresser beaucoup de coureurs. C'est qu'aujourd'hui, en course à pied, on sait que principalement, ce qui bloque le volume des coureurs, en dehors du temps, c'est l'impact. On sait que le volume, c'est l'une des parties qui va permettre de faire progresser les coureurs, notamment au niveau de l'économie de course. Il y a deux façons d'augmenter l'économie de course d'un coureur. La première façon, c'est de travailler la force max avec de la pliométrie, même si moi, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'en ai lu. Et la deuxième façon, c'est de les faire courir beaucoup. Sauf que quand tu fais beaucoup courir une personne, eh bien, tu finis par le blesser. Là, la question, ce serait plutôt de dire, est-ce que si je fais courir une personne en imagerie, dans la mesure où l'imagerie, elle améliore la force et qu'elle améliore les performances du système nerveux, le recrutement des fibres musculaires, est-ce que je peux lui faire augmenter son économie de course juste en le faisant courir en imagerie? Bonne question, ça serait bien qu'il y réponde. Ben, il m'a dit il m'a dit que ça paraît pourquoi pas, mais que dans la réponse, il m'a dit qu'il faudrait l'objectiver. Donc l'objectiver pour Emmerich, je pense que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre quelqu'un, mesurer son économie de course, lui faire faire de l'imagerie et remesurer son économie de course derrière pour voir s'il s'est réellement passé quelque chose. Et oui, ce serait intéressant. Mais tous Mais là, du ces. coup, si par Pardon. exemple, je prends un athlète et que je lui apprends à faire de l'auto-hypnose, et que le soir, il fait 20 minutes d'auto-hypnose, et que sous auto-hypnose, il s'imagine en train de courir, avec le côté ce qu'il veut, visuel, en associé, probablement, ce sera mieux, kinesthésique, auditif. Est-ce que je fais augmenter son économie de course en lui faisant faire 20 minutes d'imagerie motrice tous les jours dans la semaine, sans avoir d'impact sur son système musculo-tendineux? Je suis désolé, c'est pas ma spécialité, mais je crois que c'est le bon terme. Bon, on a compris, ouais. Voilà. Ah, c'est une excellente question. C'est. L'imagerie, elle est centrale dans la préparation Mm, mentale, mais mm, en tout mm. cas, l'imagerie motrice pour la gestion de la blessure, comme il dit Émeric, pourquoi ne pas le faire, quoi? C'est ça la question. Complètement. Écoute, ouais, ouais, c'est absolument passionnant et j'aurais hâte d'avoir la réponse quand tu l'auras, d'avoir cette réponse d'Emeric. Est-ce qu'il y avait aussi rapport au. Alors là, là, encore une fois, je suis pas le spécialiste, loin de là. Pour les gains de force, il y avait plus le mouvement, quand le mouvement, pardon, était pluri-articulaire, c'était moins évident. Ouais. Donc là, effectivement, sur une. Mais bon, là, tu parles pas de gain de force, tu parles d'économie de course. Ouais. Bon, bref, à voir. C'est lui qui répondra, pas moi. D'ailleurs, la question qui viendrait, c'est quand on fait de la force max pour améliorer l'économie de course, est-ce que c'est le fait d'être plus fort qui nous rend plus économique, ou est-ce que c'est le fait d'avoir un système nerveux qui recrute mieux? Mm. Parce qu'en fin de compte, c'est ça aussi qu'on augmente lorsqu'on fait de la force, hein, je crois, hein. Absolument, ouais. C'est d'avoir un système nerveux qui recrute mieux. Bah, écoute, Laurent, je pense qu'on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Ouais. Quelques questions pour terminer. Si tu devais donner, je sais pas si tu vas aimer cette question, hein. Si tu devais donner un Dis-moi. conseil, allez, un conseil, un outil, une technique à un athlète, à une personne qui ne connaît pas la préparation mentale, qui s'y intéresserait, lequel serait-il? Si je devais purement prêcher pour ma paroisse, je dirais de lire le livre de Jonathan sur l'auto-hypnose du sportif. Il l'a sorti en 2 éditions et moi, c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est le titre, vas-y, hein, tu peux y aller. Je ne l'ai pas en tête. Ah bah,
Je l'ai lu 50 fois et je crois que j'ai rarement lu la première page, mais je vais te le retrouver. Bravo pour la promo. Ouais, je suis pas bon, moi, en promo, il le sait, Joe. Je mettrai, on va retrouver ça et dans tous les cas, je mettrai le Ouais. lien, je mettrai le titre, le lien dans le descriptif de l'épisode. Parce que justement, Non, ça après, met un un outil très premier. simple qu'on utilise très régulièrement en préparation mentale pour, euh, pour faire de la gestion de pensée, pour des ultra-trailers qui courent la nuit, Hmm. ce serait de... là, c'est plus facile à faire la nuit. C'est de fixer son rond de lumière devant soi et de concentrer son attention sur ce qu'il y a autour du rond de lumière. Ok. Ça, c'est un outil qui permet de gérer le flux de pensée. Et juste ça, déjà. Moi, je le fais même quand je cours sur piste. Je laisse mes yeux dérouler la ligne blanche qui est dessous. C'est un outil qu'on appelle la vision périphérique et qui est un outil basé sur le visuel pour gérer le flux de pensée. Lorsqu'on a des pensées négatives, tout ça, c'est l'un des outils les plus puissants. Merci pour Mais de rien. les deux petits tips. Maintenant, si on souhaite faire appel à tes services ou à ton accompagnement, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur le site de Mental Camp. Mental Camp, ok. Je mettrai Ouais. aussi le lien dans la description. Et Ça roule. sur les réseaux, Insta. Facebook, Instagram, Mental Camp aussi, ouais, complètement. Et en fait, sur Mental Camp, vous pouvez trouver un onglet avec préparateur mental et vous avez pour l'instant les 4 associés de Mental Camp sous cet onglet. Donc moi, Jonathan, Frédéric et Sofiane. Et il y a d'autres aussi préparateurs mentaux qui sont au fur et à mesure référencés, dans la mesure où on sait que c'est des préparateurs mentaux qui travaillent dans le cadre et dans l'éthique que nous, on a défini, dont on a discuté tout à l'heure au début de l'épisode. Ok. Ok, Voilà. clair. Parfait. Allez, dernière question. Si tu avais une Ouais. personne à me recommander pour passer dans le podcast, que ce soit un athlète, pro, amateur, un confrère, quelqu'un qui Complètement t'inspire. subjectif et ouais, je ne vais pas dire par amour du bonhomme parce que je ne le connais pas plus que ça, mais je trouve qu'il est ultra inspirant. C'est vraiment Germain. C'est quelqu'un qui, Grangier, ouais. ouais, complètement, il est dans le jeu, JEUX, dans les jeux, parce que il donne cette impression de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui me touche parce que moi, j'estime aussi que pour moi, le travail, c'est un jeu. Même si parfois, il peut y avoir de l'enjeu, pour le coup, notamment pour quelqu'un comme Germain qui a envie. Ouais, qui joue dehors, ouais. Et ce serait justement très intéressant d'un point de vue de la préparation mentale de voir comment il jongle avec les deux. C'est-à-dire à quel moment il arrive à continuer à jouer lorsque le trail, c'est son métier et qu'il y a de l'enjeu. Dommage que tu le connaisses pas, parce que j'aurais bien pris Alors, je le connais un probablement raccourci. pas suffisamment, mais voilà. Y a pas de Après, il y souci. a quelqu'un qui m'a inspiré quasiment toute ma vie dans le monde du sport, 2 personnes. Il y a Sébastien Camus, qui est vraiment un ami. On se connaît depuis qu'on a 16 ou 17 ans. Euh, il faut lui parler. Voilà, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Et le dernier, et je pense que Germain et Seb seraient d'accord avec moi, c'est René Rovera, qui a été pendant un temps un triathlète complètement obnubilé par l'Ironman d'Hawaï. Je pense que même pendant un temps, ça a été la meilleure performance française sur Hawaï. C'était quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un d'un point de vue de la préparation mentale il a un profil qui est hyper aligné avec sa pratique, avec ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait pourquoi il le fait comme ça. Et il est vraiment inspirant dans ce sens-là. Il a aujourd'hui 56 ans, il est toujours autant passionné, quoi. Ok, trop belle personnalité. Ouais, bah écoute, Alors pour le coup, les 2 derniers, je les connais assez bien, tu voire très pourras, bien. tu pourras faire passer un petit Ouais, message sur ouais, les deux derniers. je les connais assez bien, voire très bien. Et il y a même des moments où je leur en veux de m'avoir proposé de faire de l'ultra, notamment quand tu es dans les derniers kilomètres et que tu te dis, bon, j'aime la montagne, mais ça fait quand même beaucoup de montagnes d'un coup. Et ça m'arrive d'avoir une petite pensée pour eux et je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de les avoir suivis dans ce sport? Bah écoute, c'est trois personnalités que je connais de loin. Sébastien Camus, bah, il est un peu moins visible maintenant sur Ultra, mais encore il y a Ouais. une petite dizaine d'années, il était encore devant régulièrement et très performant. Oui, bah Seb, Euh, il est de ma génération, hein. On a quand même 46 ans maintenant. Et il est d'une génération plutôt des trailers de la période 2010, ouais, 2020, c'est ça. ces eaux-là. Ouais, ouais, complètement. Bon, après, maintenant, on a une nouvelle échelle dans le trail, hein, l'échelle Pommeret. Donc, sur l'échelle Pommeret, il est pas mal, hein. Ouais, Il est ouais, jeune. ouais, complètement. C'est vrai. Ok. Bah écoute, Laurent, notre épisode touche à sa fin. Je te remercie pour ce moment qu'on partage avec toi. C'était très, très intéressant. Ouais, bah avec grand plaisir.
Et je te dis à très bientôt dans tes trails peut-être. Peut-être qu'on se croisera sur les chemins. Avec grand plaisir, même si un jour tu viens vers Bornes-les-Mimosas, Ça risque, et oui, je suis pas pourquoi loin de chez pas toi. faire un tour au milieu dans l'Estérel ou dans le Massif des Morts, tu vois. Faudra que je retraverse la France de maintenant que j'habite en Bretagne, mais oui, je suis originaire de pas trop loin de chez toi, du sud de la France, et retourner courir alors dans l'Estérel, j'ai jamais trop fait, et j'ai fait du VTT plus jeune, et il y avait des courses sur Théoul, tout ça. Ouais. Magnifique course. J'avais des potes, moi j'avais pas fait, mais des courses de descente, notamment à Peille, de VTT de Oui, descente, la légendaire descente de paye, effectivement. absolument exceptionnelle. Donc ouais, c'est des endroits que je reviendrai avec grand plaisir. Merci encore Laurent. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez, salut. Ciao, ciao. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.